Bonsoir et bienvenue sur votre émission Focus Santé. 17,5 millions, c'est le nombre de personnes qui meurent chaque année dans le monde à cause des maladies cardiovasculaires qui constituent d'ailleurs la première cause de décès, de mortalité selon l'OMS. Il faut ajouter que plus de 7 millions de ces décès sont dus aux maladies du cœur dans notre viseur aujourd'hui. Donc plus précisément la crise cardiaque, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quels en sont les symptômes, les facteurs de risque, comment l'éviter bien sûr. Le cardiologue Hermé Devonnou est notre invité. Il apportera bien évidemment des éléments de réponse à ces questions et à bien d'autres tout au long de cette émission. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Et pour vous qui nous suivez à la maison ou que vous soyez, vous pouvez dès maintenant envoyer vos préoccupations via WhatsApp au 65 00 24 24 ou appeler à partir de 15h30 les numéros que vous connaissez déjà, le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24. Et c'est bien sûr pour intervenir en direct au sujet de toutes les questions qui touchent donc au cœur et à d'autres maladies. Donc on est sur Focus Santé, on va y aller tout de suite et maintenant. Et docteur, on vous a permis de vous installer comme il le faut. On remercie aussi de l'autre côté Modeste Boton qui assure la partie technique, sans oublier Semiat Yessoufou à la caméra. Peut-on avoir une idée sur l'étendue de la maladie, la crise cardiaque au Bénin, statistiquement parlant bien sûr? Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez d'intervenir par rapport à une pathologie, une maladie, je dirais, qui fait beaucoup de ravages dans le monde actuellement. Nous aussi, nous vous remercions pour votre présence dans ce studio, puisque les cardiologues, il n'y en a pas assez au Bénin, n'est-ce pas? De plus en plus, il y en a. Il y en a, mais on vous remercie d'avoir effectué les déplacements. Les cardiologues sont formés actuellement sur place au Bénin, donc de plus en plus, il y en a. D'accord. C'est peut-être le recrutement par l'État qui ne se fait pas encore assez suffisamment. D'accord. Donc, une émission sur cette question cruciale, une maladie très importante, donc vous le disiez tout à l'heure. Oui, pour revenir à votre question, savoir c'est l'importance de cette maladie au Bénin. Oui. Les statistiques de l'OMS, bien évidemment, mettent une place importante pour cette maladie dans le monde, et la première cause de mortalité dans le monde, mais dans nos régions africaines pauvres, ce n'est pas encore la première cause de mortalité. Les maladies liées à la pauvreté occupent encore la première place. Oui. Donc, selon les derniers chiffres de l'OMS, c'est 15% de la mortalité globale au Bénin, les maladies cardiovasculaires. 15%, c'est mais pas négligeable. Les statistiques, oui. Les projections sur 2025 mettent quand même les maladies cardiovasculaires en première position sur la mortalité globale. Dans les pays industrialisés, c'est déjà depuis très longtemps la première cause de mortalité. Donc chez 2025, c'est dans 10 ans. Oui, chez nous, ce n'est pas encore le cas parce que la pauvreté tue beaucoup plus que les maladies cardiovasculaires actuellement. Ce n'est pas une maladie de la pauvreté, pas encore? Non, au contraire, c'est une maladie des riches. Parce que les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est plutôt chez les riches qu'on les retrouve. Entre guillemets, sachant que de plus en plus sur le terrain, nous les cardiologues, on remarque une prévalence de plus en plus élevée
chez la classe moyenne et la basse classe, si vous me permettez l'expression. Oui, donc c'est ce qui fait craindre pour l'horizon 2025. Voilà, exactement, une augmentation exponentielle, hein, je pèse les mots exponentiels de la prévalence de cette pathologie-là. Voilà, donc c'est pour ça que cette émission a sa raison d'être, pour un peu tirer sur la sonnette d'alarme, la sonnette d'alarme pour avertir que ça ne va pas bien se passer en 2025 si on ne prend pas garde. Il faut savoir donc que faire pour l'éviter. C'est l'une des grandes questions de cette émission. Mais parlons des maladies du cœur. Est-ce que c'est la maladie la plus rencontrée, par exemple, dans votre cabinet où vous officiez depuis bon nombre d'années? C'est pas la maladie la plus rencontrée. La maladie... bon, en fait, on parle globalement des maladies cardiovasculaires et il y a des spécificités dans cette entité-là. La maladie la plus rencontrée, c'est l'hypertension artérielle. Hypertension artérielle. C'est-à-dire une élévation permanente et anormale de la tension artérielle qui est normalement inférieure à 140-90 mm de mercure. D'accord. Donc, et puis ça fait partie des facteurs de risque, on le verra plus tard. Oui, justement, on le verra plus tard. Oui. D'accord, mais avant de voir ces facteurs de risque et avant même d'évoquer même la crise cardiaque elle-même, pour qu'on sache vraiment de quoi on parle, on va parler du fonctionnement du cœur, cet organe si important dans le corps. Parlons du fonctionnement du cœur. Oui. Pour les novices et ceux qui n'ont pas une grande information sur l'anatomie ou la physiologie du cœur, on peut comparer, faire un parallélisme entre le cœur et le moteur d'une voiture ou d'une moto. C'est exactement de la même manière. Le cœur, c'est le moteur qui pompe le sang et qui va l'injecter dans tous les organes de notre corps. Donc, le cœur va capter le sang, c'est-à-dire pomper le sang et distribuer dans tous les organes du corps. C'est exactement la même chose comme... les moteurs des engins. Exactement. Le moteur va capter l'essence et puis brûler et donner de l'énergie pour que la voiture puisse fonctionner. Quand le moteur cale, tout s'arrête tout s'arrête de fonctionner. Voilà, donc pour avoir un peu un schéma de l'importance du cœur, c'est le moteur même de l'organisme. Exactement. Sans ça, rien ne va. Voilà. Tout est à l'arrêt. Voilà. Et la crise cardiaque elle-même, c'est quand le cœur s'arrête ou c'est un peu plus compliqué? C'est un peu plus compliqué, exactement. C'est un peu plus compliqué. Comme je disais tout à l'heure, le cœur pompe le sang et distribue à tous les organes du corps. Mais le cœur lui-même est un organe du corps, donc c'est-à-dire a besoin de sang, de l'oxygène pour fonctionner. Donc ce qui se passe quand on a une crise cardiaque, c'est la crise cardiaque est due à un blocage, c'est-à-dire à un bouchon au niveau des artères qui irriguent le cœur. C'est-à-dire une obstruction partielle ou totale. Donc les artères, c'est un peu comme des tuyaux? Des tuyaux, exactement, des tuyaux qui vont alimenter le cœur. Le cœur est alimenté comme quand on se coupe le doigt, le sang sort. C'est exactement la même chose au niveau du cœur. Le cœur est alimenté par des tuyaux faisant passer du sang. Donc, la crise cardiaque survient lorsque l'artère est bouchée. Et qu'est-ce qui bouche cette artère? L'artère est bouchée par un processus qu'on appelle l'artérosclérose. Oui, on t'aime. En fait, l'artère est constituée de trois tunings, c'est-à-dire de trois parties. Il y a une partie interne qu'on appelle intima, une partie moyenne qu'on appelle la partie musculaire, et puis il y a un revêtement externe. Ce qui se passe de diverses raisons, on va parler un peu plus loin des facteurs de risque, oui. Surtout du fait des facteurs de risque, il y a un déplacement de certains composants du sang, notamment les lipides qui passent du sang vers la muqueuse, c'est-à-dire vont se poser au niveau de l'artère même
et l'augmentation de la taille des lipides au niveau de la paroi de l'artère va diminuer la lumière jusqu'au jour où ça va se boucher totalement et donner la crise cardiaque. Donc c'est à cet instant qu'on parle vraiment d'obstruction et Total, ça génère une crise cardiaque qui peut être fatale ou non. Qui peut être fatale ou non, évidemment. D'accord. En fonction de l'importance de l'artère touchée, ça peut être fatal ou non fatal. Donc quand l'artère n'est pas tellement dégradée... Quand l'artère peut être totalement obstruée, partiellement obstruée, mais également la position de l'artère, parce que l'artère vient de l'aorte. L'aorte, c'est l'artère principale qui sort du cœur. Ça me rappelle les cours de biologie. Oui, c'est exactement comme ça. C'est l'artère principale qui sort du corps. Comme on dit, le cœur puise directement à la source, c'est-à-dire à la sortie directe de l'aorte. Il y a deux artères, l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche, qui vont irriguer le cœur. Donc, si par exemple l'obstruction se passe à l'embouchure, c'est-à-dire au départ de l'artère, c'est dit la partie qui ne va plus recevoir du sang sera très importante. Oui. Donc le cœur va s'arrêter de fonctionner brutalement. Oui. Et qu'est-ce qui favorise ce phénomène-là? On est bien sûr en train de parler des facteurs de risque. Il y en a certainement une flopée, une panoplie. Oui. On va commencer par les plus importants facteurs de risque. Les plus importants. En fait, je parlais tout à l'heure de l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est un dysfonctionnement de l'artère qui fait que les éléments figurés, c'est-à-dire les lipides et consorts, vont passer au niveau de la paroi, de l'artère. C'est les facteurs de risque qui sont essentiellement responsables du dysfonctionnement de l'endothélium, c'est-à-dire la partie la plus interne de l'artère. Les facteurs de risque, le premier, c'est l'hypertension artérielle, comme je disais tout à l'heure, qui est la première pathologie cardiovasculaire rencontrée dans nos contrées. La prévalence est, dans les études récentes réalisées à Cotonou, est à plus de 35% de la population générale. C'est quand même assez important. 35%, oui, l'hypertension artérielle chez les sujets de plus de 18 ans. Et à quel niveau il faut commencer par s'inquiéter? Parce que c'est quand même... Non, mais là, maintenant, il faudrait commencer par s'inquiéter parce que les gens ne prennent pas suffisamment conscience de la chose. On voit, je vous donne un exemple, il y a 3 semaines, j'ai eu un jeune homme de moins de 40 ans qui est décédé brutalement d'un accident vasculaire cérébral. Il est hypertendu, il ne prend pas son traitement parce que pour lui, c'est probablement de la sorcellerie ou il y a une cause derrière parce qu'il a de l'argent et tout ça, mais c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages dans nos pays. C'est un tueur silencieux, ça fait beaucoup de ravages, les gens ne s'en rendent pas compte. Bon, il y a le poids social aussi qui fait que les gens trouvent toujours une explication aux maladies. En dehors de l'hypertension artérielle, en deuxième position, mais très très rapprochée, c'est le diabète. Oui. Le diabète surtout de type 2. Oui, le type 2, c'est-à-dire le diabète gras, qui est également très pourvoyeur, c'est-à-dire la prévalence de crise cardiaque chez les diabétiques est très très élevée. Après c'est-à-dire quand vous êtes, il faut nuancer, c'est pas parce que vous êtes uniquement diabétique mais c'est le diabète non contrôlé. Si vous êtes diabétique, vous faites suivre régulièrement et votre glycémie est bien contrôlée, vous avez moins de chances que le diabétique qui ne se fait pas bien suivre et qui n'est pas bien contrôlé. D'accord. Donc, une chose est d'être atteint de cette maladie et une autre est d'être fataliste, c'est dire qu'on va forcément faire une crise cardiaque. L'essentiel, voilà, c'est très important dans la survenue des complications parce que la crise cardiaque est une complication de cette maladie-là. Mais mieux vous vous faites suivre, moins vous avez des chances de faire des complications, c'est-à-dire de faire une crise cardiaque. En troisième position, je vais citer le tabagisme. Le tabagisme? Oui. Qui est également un facteur pourvoyeur de crise cardiaque.
Le tabagisme seulement ou bien avec l'alcool à côté Le tabagisme simple, bon, associé à l'alcoolisme, c'est encore augmenter le risque. L'obésité également. L'obésité, quoique chez nous, c'est un signe extérieur, voilà, signe extérieur de richesse. Mais en réalité, l'obésité, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est pas une bonne chose. Ça fait partie des causes de l'hypertension artérielle déjà, qui est un facteur de risque. Mais également, ça fait partie des causes de crise cardiaque. Donc, l'obésité peut être générale, c'est-à-dire tout le corps. Voilà, ou abdominale, ce qu'on rencontre fréquemment chez nous. De plus en plus. Aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Oui. Maintenant, ça, c'était la troisième loge occupée donc par l'obésité, après la quatrième. Ouais. Ainsi de suite, on va quand même faire le tour des plus importants facteurs de risque. C'est les plus importants en fait. L'hypertension, le diabète, le tabagisme et l'obésité, c'est les 4 facteurs les plus importants. Et l'alimentation dans tout ça? L'alimentation, c'est déjà rattaché à l'obésité. L'alimentation, c'est déjà rattaché à l'obésité puisqu'il y a une relation linéaire entre comment on mange et comment se comportent les chiffres au niveau de la balance. Si vous mangez bien, quand vous montez sur la balance, vous avez de bons chiffres, mais si vous mangez mal, on voit des gens s'asseoir et boire 6, 12 bouteilles de bière. C'est pas des attitudes qu'il faut avoir. Les gens ne font pas du sport. Un minimum d'activité physique vous protège déjà contre tous ces facteurs-là, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète et la crise cardiaque. Donc, le manque d'activité physique, il y a des gens qui sont dans leur voiture du matin au soir, qui ne peuvent même pas faire 100 mètres de marche par jour. C'est très important de marcher. Voilà, donc l'alimentation, l'obésité, tout est lié. On va revenir un peu plus tard sur comment prévenir. Une partie donc très importante de cette émission, les conseils, ça viendra dans quelques minutes. Je rappelle que vous suivez Focus Santé et aujourd'hui on parle de la crise cardiaque en compagnie donc du cardiologue Aimé Dovonou et on en est aux facteurs de risque. Vous pouvez déjà à partir de 15h30, c'est-à-dire dans 5 minutes, appeler le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24 pour vos différentes préoccupations. Mais en attendant, envoyez aussi vos messages via WhatsApp au 65 00 24 24. Est-ce que, parlant toujours de ces facteurs de risque, est-ce qu'il y a une tranche d'âge où on est plus exposé à faire une crise cardiaque? Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ces facteurs de risque sont surtout l'hypertension et le diabète sont plus retrouvés dans les tranches d'âge supérieures à 45 ans chez l'homme et supérieures à 55 ans chez la femme. Donc, c'est dans cette tranche d'âge que le risque est plus élevé de faire une crise cardiaque. Donc, quand on a 20 ans, 25 ans, on s'inquiète le risque, on ne s'inquiète pas trop, évidemment. Mais quoi que ça puisse arriver, mais c'est très rare. Et les causes sont souvent la toxicomanie, oui. La toxicomanie, le tabagisme, puisque c'est des phénomènes qui sont voisins. Voilà. Donc, à part, on a parlé de la tranche d'âge, maintenant on va parler du genre. Est-ce qu'on a plus, c'est pas une chance, mais est-ce qu'il y a plus de facteurs quand on est homme ou femme de faire la crise cardiaque? On disait il y a encore quelques dizaines d'années que les femmes sont plus protégées que les hommes par rapport aux maladies cardiovasculaires. Mais de plus en plus, on remarque que la parité commence à être respectée. Là, c'est pas une bonne parité. La parité commence à être respectée. Bon, en réalité, sur le plan physiologique, c'est-à-dire du fonctionnement de l'organisme, les hormones féminines, c'est-à-dire les hormones qui permettent à la femme d'être femme, d'engendrer, tout ça, permettent une protection de la femme. Naturellement. Voilà, c'est une protection naturelle d'être femme, mais à partir de la ménopause, comme on le sait tous,
il y a une diminution de la production de ces hormones, cette diminution qui entraîne une diminution de la protection naturelle de la femme. Donc elle est exposée au même titre que l'homme. Après la ménopause, voilà, exactement, après la ménopause. Donc la parité, c'est après la ménopause, en fait. Voilà, donc après la ménopause, il faut faire encore beaucoup plus attention à soi quand on est femme. Exactement. Il n'y a plus tellement de protection avec les hormones. Il y a une petite question qui est arrivée tout à l'heure, je vais la retrouver. Un auditeur qui demande la différence entre l'infarctus du myocarde et puis la crise cardiaque. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Pour tout le monde, la crise cardiaque, c'est... En fait, pour le médecin, l'infarctus du myocarde, c'est un thème plutôt savant, alors que la c'est dans votre jargon à vous. Voilà. Alors que la crise cardiaque, c'est ce que tout le monde dit de façon... terre à terre, de façon simple. Il a fait une crise cardiaque, mais le médecin va dire qu'il a fait un infarctus du myocarde. D'accord. Voilà. C'est clair, infarctus du myocarde égale à crise cardiaque, c'est plus simple. Maintenant, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs pour qu'on se dise « Ah, là, c'est une crise cardiaque qui précède, non, c'est sous peu si on ne fait pas attention ». Est-ce qu'il y a des symptômes? Généralement, il n'y a pas des signes avant-coureurs, c'est-à-dire celui qui fait une crise cardiaque, les signes qu'il a, c'est des signes qui sont des signes qui viennent après la crise cardiaque. C'est-à-dire, je dis après la crise cardiaque, c'est dans les minutes ou les heures qui suivent la crise cardiaque que souvent l'individu ressent ces signes-là. Donc là, il y a eu déjà... Il y a déjà quelque chose qui se passe avant que vous ne sentiez les symptômes. C'est-à-dire, quand vous sentez la douleur, c'est déjà qu'il y a une obstruction de l'artère. D'accord. Et quels sont ces signes-là? Les signes, c'est d'abord la douleur. La douleur à quel niveau? La douleur, c'est au niveau on va dire au niveau du précordium, c'est-à-dire la région de l'aire de projection du cœur, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. À gauche, oui, à gauche, au niveau de la poitrine, tout le monde sait là où se trouve le cœur. Hein. Oui, juste un rappel. C'est une douleur très intense, il faut dire que c'est une douleur très intense déjà. Une douleur qui ne cède souvent à aucun antalgique. Vous pouvez prendre du paracétamol ou n'importe quel autre antalgique, ça ne cède pas. C'est une douleur qui n'est pas, qui peut être constante, qui peut être uniquement là, mais souvent ça irradie au niveau du bras gauche, au niveau de la mâchoire et au niveau du pouce gauche aussi. Pendant combien de temps ou bien la douleur dure tout le temps. Hein. C'est une douleur qui dure au minimum 30 minutes. Wow, 30 minutes. Oui, c'est une douleur vraiment intense. Mais par contre, quand on parle de signes avant-coureurs, comme je disais tout à l'heure, l'oblitération peut être, c'est-à-dire l'obstruction de l'artère peut être partielle ou totale. Oui. Donc, au fur et à mesure de la constitution de l'obstruction de l'artère, oui, le patient peut ressentir une douleur à l'effort. Et la douleur à l'effort peut être quantifiée, c'est-à-dire au bout de 100 mètres à l'effort, le patient sent une douleur. Quel genre d'effort? Le simple fait de marcher? Le simple fait de marcher, oui. Le simple fait de marcher. Mais souvent, chez les hommes, c'est au cours des rapports sexuels qu'on peut avoir cette douleur-là. Et à quel niveau? Au niveau du cœur toujours. Et on a eu plusieurs cas de crise cardiaque au cours des rapports sexuels. Personnellement, oui, personnellement. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Oui. Non, en plein milieu des rapports sexuels, la douleur vient et tu es obligé de t'arrêter. Et il y a même des cas de décès, c'est-à-dire de mort subite en même temps au cours des rapports sexuels. Voilà, exactement. Donc vous avez eu à faire face à ces genres de... En fait, j'ai pas eu de cas de mort subite, mais j'ai eu des cas de crise cardiaque. Non, de crise cardiaque, c'est-à-dire le patient est venu me voir. Pour vous expliquer. Après, dans les circonstances dans lesquelles il a eu la douleur et les examens qu'on a réalisés ont prouvé que c'était vraiment une crise cardiaque qu'il avait fait en ce moment-là.
Et dans ces cas-là, vous leur conseillez de ne plus avoir de rapport sexuel? Non, il faut d'abord traiter le patient, parce que... Oui, en attendant que le traitement suive son cours, est-ce que les rapports sexuels pourraient peut-être être... contre-indiqués en phase aiguë, forcément. En phase aiguë de la crise cardiaque, l'effort, quel que soit le type d'effort, est proscrit, c'est-à-dire interdit. On considère le rapport sexuel comme faire un effort, c'est-à-dire monter 2 étages en marche rapide. C'est quand même un effort intense. Effort, voilà, exactement. Ouais. Voilà, donc ça dépend du niveau d'évolution du cas que vous avez en face. Exactement. Bon. Un peu plus tard, c'est-à-dire après la guérison ou la rémission, on peut reprendre les efforts, mais de façon graduelle. Progressive. Oui. D'accord. Et à part ça, les autres symptômes? Les autres symptômes, chez le patient, c'est d'abord la douleur, mais en fait, c'est la douleur qui amène le patient à consulter le médecin. Le patient peut consulter un médecin généraliste ou un cardiologue. Je répète, on a de plus en plus de cardiologues maintenant. Il ne faut pas chercher très loin pour en trouver. Donc, la consultation chez le cardiologue, chez le médecin, permet de soupçonner une crise cardiaque en fonction des types, c'est-à-dire les caractéristiques de la douleur que je viens de donner. Mais l'examen qui permet de confirmer le diagnostic, c'est l'électrocardiogramme, voilà, qui est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Donc, c'est une machine qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur et qui dit de façon formelle que le patient a fait une crise cardiaque. On peut éventuellement faire un dosage sanguin qui va confirmer ou en fait qui va aller dans le même sens que... Pour confirmer le diagnostic, en tout cas... L'électrocardiogramme, c'est-à-dire aller dans le même sens que l'électrocardiogramme. Donc c'est plusieurs analyses ou bien c'est plusieurs analyses. Mais l'analyse, le premier, dans peut-être une dizaine qu'on pourra faire, c'est l'électrocardiogramme. Si on doit faire quelque chose, parmi 10 examens, c'est l'électrocardiogramme, puisque c'est l'examen clé qui pose le diagnostic. Et ensuite, on peut faire les autres, la prise de sang, l'échographie cardiaque ou la coronarographie ou tout le reste, mais l'examen clé, c'est l'électrocardiogramme. Donc, également, je passe par l'occasion pour sensibiliser les collègues généralistes. Quand ils ont des douleurs comme ça, il faut demander très facilement, il faut penser à demander un électrocardiogramme. Parce que souvent, on voit des malades qui, depuis des semaines, traînent une douleur ou qu'on traite comme des ulcères parce que la douleur ulcéreuse peut ressembler, dans certains cas, à une crise cardiaque. Voilà, exactement. Entre une crise d'ulcère et... une crise cardiaque. Ouais. J'ai eu un cas l'année passée. Oui. C'est même un collègue ophtalmologue qui était en train de faire une crise cardiaque et depuis 3 jours, on traitait comme de l'ulcère. Il m'a vu 3 jours après, on a fait l'électrocardiogramme, mais c'était une crise cardiaque. Alors que depuis 3 jours, il aurait dû bénéficier du traitement depuis 3 jours de la crise cardiaque, on traitait autre chose. D'accord. Donc, c'est autant de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et là, vous vous adressiez à vos collègues, à vos confrères donc, de la médecine. Puisqu'on parle des symptômes, je vais profiter pour poser cette question de M. Dossou-Henri qui voudrait savoir, est-ce qu'il y a ces crises-là qui se déclenchent sans signe? Oui. On peut avoir des cas de crise cardiaque sans douleur du tout. Comme ça. Sans douleur. Et c'est a posteriori, c'est-à-dire on demande un électrocardiogramme. Je vous ai dit tout à l'heure que l'électrocardiogramme, c'est l'examen, le gold standard pour faire le diagnostic. On fait un électrocardiogramme et on se dit, tiens, mais le patient a fait une crise cardiaque. On pose la question, il n'a jamais eu mal à la poitrine. Mais ces cas, c'est souvent chez les diabétiques.
À presque 100% des cas, c'est chez les diabétiques qu'on a cette variante de l'infarctus du myocarde sans douleur, parce que chez le diabétique, il y a une dégradation des terminaisons nerveuses. Donc, il n'y a pas de sensation. Voilà, exactement, qui est responsable de la non-sensation de la douleur. Les diabétiques, par exemple, peuvent marcher sur du charbon incandescent sans avoir mal. Voilà, exactement. Voilà. Et puisqu'on en est à l'étape des questions, il y a une autre de mademoiselle Jacqueline qui parle de ces crises cardiaques pendant le sommeil. Comment ça s'explique? Pendant le sommeil, c'est vrai que ça rappelle des histoires. Il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées comme ça. Dans ce cas, on nous dit, ben, il a dormi, il ne s'est plus réveillé. Il ne s'est plus réveillé. Et c'était une crise cardiaque. Ce qui se passe généralement, comme les facteurs de risque de l'hypertension qu'on avait retrouvés, il y a les facteurs de risque cardiovasculaire dont on a parlé tout à l'heure, il y a l'hypertension artérielle. Oui. Donc, chez les patients qui ne sont pas bien traités, souvent la nuit, la tension monte énormément et ça peut être responsable de l'hypertension, de la crise cardiaque. Mais également, si c'est un infarctus du myocarde, une crise cardiaque avec une artère principale qui est touchée, généralement les patients meurent sans avoir ressenti aucun symptôme. D'accord. Voilà, donc ça peut arriver qu'on dorme. Qu'on se réveille de l'autre côté de la vie. D'accord, ben on espère que ça n'arrivera pas. C'est pour ça qu'on est là. On va en profiter pour parler des précautions, des conseils. Comment l'éviter, la crise cardiaque? Comment l'éviter? C'est d'abord traiter les facteurs de risque. C'est très très important de ce que je viens de dire, traiter les facteurs de risque, c'est-à-dire le patient hypertendu doit se faire soigner, contrôler sa tension artérielle, faire des visites régulières chez le médecin, que ce soit pas forcément chez le cardiologue, même chez le généraliste, mais le plus important c'est que sa tension soit normalisée. Il n'y a pas 10 000 solutions, c'est quand on est hypertendu, on doit prendre ses médicaments tous les jours parce que pour l'instant, il n'y a pas encore une autre solution que de prendre les médicaments tous les jours. Les gens ont du mal à accepter le fait d'avoir à prendre les médicaments tous les jours. Quelle maladie on est obligé de prendre les médicaments tous les jours. Les gens ont du mal à l'accepter alors que le fait juste de prendre les médicaments, ça évite beaucoup de complications. C'est pas seulement la crise cardiaque, il y a également l'insuffisance cardiaque et beaucoup d'autres complications qu'on évite juste en prenant tous les jours les médicaments. Je parlais tout à l'heure du diabète. Il faut que le diabète soit bien contrôlé. Oui. Il faut arrêter de fumer, sevrage tabagique, le tabac, réduction du poids. Il faut maigrir. Maigrir, forcément. Maigrir. Et maigrir passe par une bonne hygiène alimentaire, manger moins gras, moins sucré, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et beaucoup, il n'y a pas d'autres conséquences après? Beaucoup de fruits et légumes. Oui, beaucoup de fruits. Il est recommandé de manger au moins 4 à 5 fruits et légumes par jour. De toute façon, il faut ne pas être dans l'excès dans tous les cas. Voilà, tout est dans la modération. 4 à 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas encore beaucoup. Oui. Mais il faudra le faire. Également, avoir une activité physique régulière, au moins 3 à 4 fois par semaine. Marcher ou aller en salle, faire du sport par semaine, c'est très important. Combien de fois par semaine? 3 à 4 fois par semaine. Même si c'est 30 à 45 minutes de marche, 3 à 4 fois par semaine, c'est déjà suffisant pour prévenir la crise cardiaque. Oui. Voilà. Donc, il faut prendre ces conseils-là en compte. C'est simple, c'est tout? C'est simple, c'est tout. Oui. Il n'y a pas d'autre chose à faire? Il n'y a pas d'autre chose à faire.
Donc, c'est tellement simple qu'on a du mal à le faire au quotidien. C'est vrai qu'il y a une question qui vient par rapport au traitement. Parlant des activités sportives, oui. Est-ce que quelqu'un qui a eu pas des antécédents, qui a eu peut-être une ou deux crises, est-ce qu'il est conseillé que cette personne-là s'adonne aux activités sportives? C'est très important. Le fait de faire l'activité physique et sportive prévient la récidive. C'est-à-dire, si tu l'as déjà fait une fois, le fait de faire du sport t'évite de refaire la crise. Oui, mais quel genre de sport? Est-ce qu'il faut... Mais ça, c'est à voir avec le médecin. Parce qu'en fonction de l'état de ton cœur, ton cardiologue, ton médecin va te donner le genre de sport que tu pourras faire. Il y a beaucoup d'activités sportives et les activités sont adaptées en fonction des situations. Donc, tout revient donc au médecin, c'est pas soi-même de prendre des initiatives. Il y a des sports qui sont interdits aux gens qui ont déjà fait une crise cardiaque. Donc, c'est au médecin de voir avec le patient quel type de sport pratiquer. Voilà, ce qui nous permet d'embrayer sur le traitement, puisque ça se traite, oui. La crise cardiaque. Comment ça se traite? Le traitement, le meilleur traitement, c'est de désobstruer, c'est-à-dire de rouvrir l'artère qui s'est bouchée le plus tôt possible. Ça, c'est le meilleur traitement. C'est-à-dire l'artère se bouche dans le moment où vous sentez la douleur de la crise cardiaque jusqu'à la 6e heure. Il faut que dans ce délai, c'est-à-dire entre l'heure 0 du début de la douleur et l'heure H6, on puisse désobstruer l'artère. C'est possible au Bénin. Oui, c'est le cardiologue qui peut le faire. C'est possible au Bénin depuis quelques années. Hein. Il y a des médicaments qu'on injecte dans le sang c'est des molécules qui vont aller au niveau spécifique du cœur, au niveau de l'artère et aller désobstruer, c'est-à-dire rouvrir l'artère. Ces médicaments, on les appelle les thrombolytiques. D'accord. Donc les c'est médicaments disponible à Cotonou. Mais il faudrait que ces médicaments soient administrés le plus tôt possible, c'est-à-dire entre le moment de la douleur jusqu'à l'heure H6, à 6 heures après le début de la douleur. C'est le moment idéal. Voilà. Plus tôt on administre ce médicament, plus... c'est efficace. Voilà. Là, ça revient donc aux spécialistes que vous êtes, certainement. Non, c'est pas, même pas... Mais tout le monde peut le faire? Non, même pas le généraliste, c'est le cardiologue qui fait ce traitement-là. Oui. Est-ce que c'est que médicamenteux, ce traitement? Que vous faites recours à combien de types de traitements dispose-t-on? En dehors de... En fait, le gold standard, c'est on appelle, on amène le patient en salle d'angiographie. En fait, on envoie un produit qui permet de voir l'artère et d'aller directement par une sonde aller enlever le caillot, c'est-à-dire désobstruer de façon directe. Mais ça, direct avec un... Voilà, une coronarographie, une sonde, mais c'est pas encore, ce traitement n'est pas encore disponible au Bénin. Mais par contre, on a les thrombolytiques qu'on peut utiliser. D'accord. En dehors de ces deux traitements qui font partie du gold standard, il y a les traitements médicamenteux habituels qu'on a ici. C'est quand même d'utilisation, c'est-à-dire facile à avoir. L'aspirine qui a une place très importante. Bon, l'aspirine qu'on connaît là. Qu'on connaît là. Mais il faut dire que de plus en plus, les gens l'utilisent à tort et à travers. Tous ceux qui ont un problème cardiaque ou même ceux qui n'en ont pas, on dit prendre l'aspirine permet de prévenir les maladies cardiovasculaires, ce qui est archi faux. On n'utilise l'aspirine que dans certaines situations données. Dans le cas précis de l'infarctus du myocarde, de la crise cardiaque, l'aspirine est donnée à une dose de 100 mg par jour. Pendant
le temps du traitement. En dehors de l'aspirine, il y a beaucoup d'autres molécules qu'on utilise, dont ce serait trop rébarbatif de détailler. Oui, de donner les noms. De toute façon, quelqu'un a un problème, il se rapproche de vous et puis vous verrez dans quelle mesure utiliser tel produit ou pas. Donc, vous le disiez au début, vous avez parlé de ce médicament-là qui permet de déboucher. C'est bien médicamenteux, c'est bien ça, c'est le premier traitement évoqué. C'est une injection, oui, c'est une injection qu'on fait dans les premières heures de la crise. 6 heures au plus. Voilà, pour 6 heures jusqu'à 12 heures, mais l'efficacité maximale, c'est dans les 6 heures. Un produit qui permet de déboucher instantanément l'artère occluse. Est-ce que c'est suivi? Est-ce que c'est la seule fois quand c'est fait, c'est fini? Ou bien c'est quoi la suite? Ça a l'air très simple. Quand on injecte le produit, il y a une autre série de traitements qui accompagnent l'injection. Voilà, c'est tout un package. Voilà, et puis ça dépend aussi des cas, certainement. Ça dépend des cas. Il y a des situations où on ne peut pas utiliser ce produit, par exemple chez les personnes âgées, très âgées, ou des patients ayant fait un accident vasculaire cérébral. En tout cas, l'utilisation, c'est au cas par cas, et c'est le médecin qui est cardiologue qui décide de quand et comment l'utiliser. Oui. Maintenant, parlons des facteurs de risque. Quand, par exemple, l'hypertension, le diabète et d'autres facteurs s'enchevêtrent au niveau de la même personne, là, est-ce que cette personne-là pourrait s'en sortir? Non. Est-ce que vous avez eu des cas? Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Comme je vous ai dit, plus les facteurs sont regroupés chez une même personne, plus cette personne a un risque élevé de faire la crise cardiaque. Donc on a souvent des cas de patients hypertendus diabétiques qui font une crise cardiaque. Le plus important, c'est de contrôler les chiffres tensionnels, de contrôler la glycémie et en même temps de traiter la crise cardiaque. Mais il faut dire que c'est une maladie très très coûteuse, parce que c'est les premières ordonnances en cas de crise cardiaque. Le produit dont je vous ai parlé, qui est l'injection qui permet de déboucher l'artère, oui, ça va de 150 000 à 1,5 million. Une injection. Une injection. Waouh! Une injection seulement à 1 million et quelques. Oui. C'est vraiment coûteux, comme vous le disiez. Mais est-ce que c'est héréditaire, une crise cardiaque? Est-ce que c'est parce qu'un parent a eu à le faire que l'enfant aussi? Il faut dire que sur toutes les maladies cardiovasculaires en général, il y a l'hérédité qui entre en compte. Il y a des familles d'hypertendus ou de la grand-mère à la mère aux petits-enfants. Presque tout le monde dans la famille va faire l'hypertension artérielle. Il y a également des cas, je suis une dame actuellement où sa grand-mère a fait une crise cardiaque, son père a fait une crise cardiaque et elle-même a fait une crise cardiaque. Donc l'hérédité joue un rôle. C'est la même chose pour le diabète. Il y a des familles de diabétiques où ça commence même très tôt, où presque tous les membres de la famille sont diabétiques, à de rares exceptions près. D'accord. Il y a une question qui fait un peu rire ici. Est-ce que la déception amoureuse peut créer une crise cardiaque? C'est pas signé, mais c'est une question qui nous vient via WhatsApp. C'est l'un de nos auditeurs qui aimerait savoir si c'est possible. La déception amoureuse, c'est plutôt fréquente chez les sujets jeunes. C'est pas que je ne dis pas ça parce que le troisième âge n'a pas le droit de tomber amoureux. Oui. Donc, comme on l'a dit, les sujets jeunes ont un risque très faible de faire la crise cardiaque. Donc,
ricochet, je dirais que c'est très rare. C'est très rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça dépend de l'intensité de la déception, ou bien de l'intensité du choc, on va dire. Ben, en tout cas, voilà, si vous avez eu réponse à votre question, on se dit heureux. On est presque en train de terminer donc cette émission. On a parlé, donc ça peut être héréditaire, une crise cardiaque, on retient ça. Ça peut être héréditaire. Oui. Mais on va terminer sur cette question-là, hein, les progrès en matière de maladies liées au cœur, surtout de la crise cardiaque. Est-ce qu'il y en a? C'est vrai qu'ici, on n'est pas tellement à l'avance. Non. On a l'air d'être vraiment il faut de traîner les pas. Non, c'est pas qu'on traîne les pas. On est à l'âge de la pierre taillée au Bénin. Non, ça ne fait pas rigoler normalement. Là, je profite de l'occasion pour sensibiliser nos autorités politiques sur la question. Ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est même pas très loin du Bénin. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, à côté, il y a des centres qui permettent d'aller intervenir sur une crise cardiaque dans les premières heures, c'est-à-dire d'aller déboucher directement l'artère qui est bouchée. Mais au Bénin, je ne sais pas si tout est politisé. Au CNHU ou dans les autres centres, il faudrait que l'État puisse investir beaucoup plus dans le domaine médical, mettre en place des structures qui permettent de prendre en charge beaucoup plus adéquatement ces urgences-là, parce que ça tue de plus en plus. Hein. C'est pas... Avant, c'est peut-être dû au fait qu'on ne voyait pas, on n'arrivait pas à faire le diagnostic, mais maintenant qu'on arrive très souvent à faire le diagnostic, on voit que c'est des maladies qui sont très fréquentes dans notre pays, mais la prise en charge n'est vraiment pas encore ça. Okay. On met beaucoup d'argent à évacuer des gens, tout le temps c'est des évacuations sanitaires, alors qu'on peut réfléchir à créer des centres spécialisés chez nous avec ces milliards qu'on envoie pour évacuer les gens. Voilà, donc c'est sur ce cri de cœur, on va dire cette exhortation dans votre domaine, docteur Devonou-Aimé. Merci d'être passé dans cette émission Focus Santé qui est en train de s'achever. Il nous reste encore quelques secondes pour quitter ce studio. Je rappelle qu'on a parlé de la crise cardiaque. J'espère que vous en avez, sinon vous avez eu quelques apports avec le cardiologue qui nous a donc apporté vraiment des précisions sur certaines questions quand on parle de crise cardiaque. C'est donc la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. On va certainement se retrouver mardi prochain.